Bienvenue dans toutes les France, commémorer la lutte des peuples noirs contre l'esclavage et pour les droits civiques. Quelle place pour le Black History Month en France? Débat avec nos invités. Claude Issiard, bonjour, bienvenue dans toutes les France. Bonjour. Vous êtes délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Toujours. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, Maboula Soumaoro, vous êtes organisatrice du Black History Month en France, l'édition 2012 qui a été accueillie d'ailleurs au ministère de l'Outre-mer chez Claude Issiard. Co-organisatrice. Avec Douinit et H2ACOM. Très bien, merci beaucoup d'être avec nous. De l'autre côté du plateau de toutes les France, Gaston Kellman, vous êtes écrivain, polémiste, vous êtes auteur entre autres des Hirondelles du printemps africain, publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et à vos côtés, Hugues Lagrange, chercheur au CNRS, enseignant à Sciences Po. Vous avez écrit l'ouvrage qui a fait grand bruit, Le déni des cultures, publié aux éditions du Seuil. Maboula Soumaoro, qu'est-ce que le Black History Month? Alors, le Black History Month, c'est un événement qui a été créé en 1926 par un historien afro-américain qui s'appelle Carter G. Woodson. Ça a commencé par la Negro History Week. Et ensuite, dans les années 70, le concept a été repris par la communauté afro-américaine et s'est étendu au mois, enfin, est passé de la semaine au mois. Et donc, le mois de février est consacré à des manifestations culturelles qui mettent en avant la contribution de la communauté afro-américaine à l'histoire nationale états-unienne. Américaine, oui. Ouais. Et la lutte pour les droits civiques. La lutte, entre autres, l'esclavage, la lutte pour les droits civiques, les avancées, le côté artistique, enfin, tous les pans de l'expérience afro-américaine sont mis en avant. Alors, retour sur cette édition qui a été accueillie au ministère de l'Outre-mer à travers ce reportage. Black History Month, le mois de l'histoire des Noirs. Aux États-Unis, février est dédié depuis 36 ans aux Afro-Américains qui ont combattu contre l'esclavage et pour leurs droits civiques. Importer cette commémoration américaine en France, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est d'apprendre d'un côté l'histoire afro-américaine et puis de l'autre côté, l'adapter en France parce que l'histoire française est différente de l'histoire américaine, mais de mettre en avant les minorités, je trouve que c'est aussi intéressant aussi, parce que le peuple français aujourd'hui est construit sur les minorités. Pour marquer le coup, une soirée autour d'une grande invitée, Kathleen Cleaver. États-Unis, Auckland, 1968. Le Black Panther Party manifeste pour libérer son leader, Huey Newton. Parmi ses militants, Kathleen Cleaver, c'est elle qui donnera tout son sens au concept « Black is beautiful », le noir est beau. Pour elle, le lien entre les communautés noires françaises et américaines est évident. Si je pense que les Noirs de France souffrent du racisme, oui. Le lien vient de la façon dont les pouvoirs impériaux et ensuite coloniaux ont traité les gens, sans aucun respect. C'est le lien entre les deux. Ce 1er février au ministère de l'Outre-mer n'était qu'une seule journée de célébration. Mais ceux qui ont répondu présent espèrent que ce mois de l'histoire des Noirs ne s'arrêtera pas à sa première édition. Claude Issiard, c'est un événement importé ou ça va devenir un événement français? C'est pas un événement importé. Ça a une résonance dans l'histoire de ce pays, dans l'histoire des Français noirs de ce pays, des Afros. Moi, je me suis nourri, je me suis construit au combat mené par tous ceux que l'on a appelés les afrocentriques. C'était extrêmement important, affirmer son identité. Et je trouve que les combats des uns, aujourd'hui, ont une résonance chez nous. Il faut aussi rappeler, puisqu'on a évoqué les Black Panthers, il faut aussi rappeler que les Black Panthers, dans leur combat, dans leur mouvement, s'inspirent des écrits de Frantz Fanon. Frantz Fanon, c'est nous, c'est un Français, martiniquais, qui lui aussi a combattu pour la liberté de l'Algérie. Voilà. Donc, et puis moi, en tant que militant, depuis mon adolescence, je suis un militant. Ce n'est pas parce que je deviens un délégué que j'oublie ce militantisme. Je reste un militant au cœur du pouvoir. Et accueillir le Black History Month, accueillir comme ça le Black Panthers Party sous les ordres de la République, je trouvais que ça avait vraiment du sens à une époque où les uns et les autres parlent ou d'inégalité. Alors voilà. Quel sens pour nous en France? C'est la lutte pour l'égalité, la lutte contre les discriminations. Est-ce que c'est pas aussi le credo de toute la population? Alors, vous me posez vous me posez la question, mais la réponse, vous l'avez, c'est dans le titre de votre émission, Toutes les France. On sait bien que nous sommes aujourd'hui à un moment de notre histoire où les crispations identitaires sont fortes, où les revendications des uns et des autres sont plus fortes et menées de façon à la fois plus combative, mais et ça ne contribue pas à une crispation identitaire, justement? Non, je ne crois pas. Alors, vous avez les dernières résistances.
Ce sont les derniers verrous, mais qui de toute façon sauteront. Pourquoi? Tout simplement parce que la France ne peut pas revenir en arrière. Elle ne peut pas nier son histoire. Kathleen Cleaver l'a évoqué tout à l'heure dans le reportage. C'est l'histoire de l'esclavage, c'est l'histoire de la colonisation, c'est l'histoire aussi, c'est l'héritage de tout cela, des discriminations que subissent les Noirs, quel que soit le pays dans lequel ils sont. Donc, alors ce sont des Noirs qui se battent pour les droits des Noirs dans une France qui est aveugle aux couleurs. On est plus dans une dimension plus universaliste, je crois. Et on le voit dans le combat des Black Panthers. Les Black Panthers, ce n'est pas un combat de Noirs, c'est un combat d'une catégorie de la population américaine, pardon, face à la ségrégation. Et on voit bien, par exemple, les Black Panthers, leurs avocats étaient souvent blancs, ce que d'autres Noirs leur reprochaient. C'est un moyen de lutter ou de combattre un certain nombre de préjugés, de clichés, ou au contraire d'entraîner quelques crispations, puisque c'est une composante qui célèbre son histoire. Évidemment, je regrette déjà de n'avoir pas été associé à l'événement. J'aurais bien voulu y être moi aussi. En tant que Noir ou en tant qu'intellectuel? En tant que Français, en tant que membre, partie prenante du débat. Bon, ceci dit, j'apprécie que ce genre de mouvement puisse être amené par des gens qui pensent que ça peut nous apporter quelque chose. Cela va sans dire. Pour ma part, j'ai toujours été de tous les combats dont je pensais qu'ils avaient un sens à un moment donné de l'histoire. J'ai été dans la mouvance Black Panthers, j'ai été dans la mouvance anti-apartheid, j'ai été vraiment souvent associé par la chance, parce que je me trouvais par exemple en Angleterre à l'époque où ça chauffait, que ce soit Stokely Carmichael, Eldridge Cleaver, Angela Davis évidemment, les Soledad Brothers, tous ces gens-là, leur littérature, je l'ai lu dans tous les sens. Bon, maintenant nous sommes en France. Est-ce que le combat est le même? Je pense que pas vraiment. Je dis que si nous amenons cette commémoration par solidarité avec le combat noir américain, comme on pourrait amener même, comme on peut avoir ici participé à d'autres solidarités, je dis d'accord. Mais je dis que notre histoire, par exemple, n'oublions quand même pas que depuis ces années 20-là, l'Amérique noire s'est construite comme partie ethnique de l'ensemble américain. Avec la renaissance de Harlem, il y a bien eu cette volonté de créer une ethnie. Est-ce que nous avons aussi cette volonté de créer une ethnie en France? Quand j'entends par exemple que les Black Panthers n'étaient pas du tout négro-noirs, non, les Black Panthers, ils revendiquaient quelque chose de noir, ils avaient une construction noire. Malcolm X, beaucoup d'Américains avaient cette construction noire, depuis d'ailleurs leurs ancêtres, comme ceux qui voulaient qu'on retourne en Afrique parce qu'il y avait une réalité noire. Nous-mêmes en France, nous avons été tentés par cette réalité noire, mais pour en sortir tout de suite, avec la négritude, c'était l'unité des cultures noires. Mais tout de suite après, Césaire dit ce que je veux, c'est pour la fin universelle. On sort donc du noir. Et je pense que cette histoire-là a beaucoup de sens pour nous, sans nous désolidariser de ceux qui ont eu des histoires pour lesquelles la couleur de la peau a été un déterminant. Est-ce que nous devons accepter que la couleur de la peau devienne un déterminant en France, dans une république qui se veut, dans une république qui se veut justement non discriminatoire? Devons-nous renforcer justement l'existence? Alors là où bien on dit les minorités, et on englobe les Arabes, et on dit je ne sais pas moi comment est-ce qu'elle a encore telle dénomination que vous faites, que nous sommes immigrés, nous appartiendrions tous, nous appartiendrions tous à un groupe. D'accord, alors juste là, vous allez répondre. Elle se veut, ça ne veut pas dire qu'elle l'est. Non, non, justement, j'ai employé cette expression. Hugues Lagrange, de son point de vue sur cet événement que vous découvrez, je suppose, Hugues Lagrange. Ou alors vous l'avez mis dans vos ouvrages, notamment le déni des cultures. Est-ce que vous aviez connaissance de l'existence du Black History Month? Mais pour moi, c'est une évolution qui est assez naturelle si on pense à la création du CRAN, du comité représentatif, du Conseil représentatif des associations noires de France, qui donc en 2005 témoigne déjà de l'émergence comme réalité sociale et politique ou de la réémergence de cette question. À un moment où précisément, il y a des identités assignées. C'est celle qui résulte des discriminations en matière d'emploi, en matière de logement. En matière d'emploi, ça atteint 15% de différentiel de chômage à diplôme égal. Donc en fonction de la couleur ou de l'origine, c'est ça? En fonction de la couleur ou de l'origine. Ça touche aussi bien les jeunes d'origine maghrébine que noire. Donc c'est une réalité, cette la ségrégation dans nos quartiers, dans les quartiers de nos villes, est un phénomène réel. Par rapport à ça, il me semble que sans nier les valeurs de la République, il est nécessaire qu'il y ait une affirmation positive d'identité. Et
il me semble qu'un événement comme ça, s'il est de nature à permettre que collectivement, des groupes qui sont stigmatisés, c'est-à-dire qui sont noirs, non pas parce qu'ils décident, mais parce qu'ils sont perçus comme tels, peuvent dire positivement, mais ce que nous représentons, c'est une culture, c'est des façons de vivre qui ont leur richesse, leur intérêt. Ça, c'est important. Alors ça, c'est le monde idéal, hein, celui des bisounours dans lequel nous ne sommes pas. Mais est-ce que d'aucuns, dans le contexte actuel de crise, pourraient percevoir ce type d'événement comme une volonté d'affirmation identitaire dans un cadre où l'identité pose problème? Vous en savez quelque chose? Mais le contexte de crise, et qui est absolument responsable de la montée des nationalismes en Europe et de positions d'exclusion, est un contexte sur lequel on doit combattre avec les moyens symboliques, avec les moyens de l'action des hommes conscients de leur identité. Et je crois qu'un événement comme ça peut contribuer. Ce n'est pas tout, hein. Ça n'éliminera pas la ségrégation dans les quartiers, qui est un processus. Ce n'est pas uniquement les pouvoirs publics qui font la ségrégation dans les quartiers. Ce n'est pas non plus complètement les pouvoirs publics qui font la discrimination à l'emploi ou au logement. Ils peuvent y contribuer partiellement. Mais c'est inscrit dans les tréfonds d'une société qui a peur devant l'ouverture du monde, la mondialisation, etc. Donc, il y a des actions collectives à mener pour éroder cette peur, pour éliminer, c'est trop optimiste, mais pour réduire cette peur. Je pense que le mot que j'entends pas depuis le début de notre conversation, c'est le mot justice, en fait. Nous, on a travaillé donc, notamment avec Pierre-Marie Boisseau et Laure Dumayet pour fabriquer, et Claude Dissière qui est à côté de moi, pour fabriquer un événement à portée culturelle. C'est-à-dire qu'on parle de choses que les gens ne connaissent pas. J'ai envie de revenir sur mais en même temps, il faut quand même qu'on parle du contenu, parce que c'est important. C'est à partir du contenu de ces événements qu'on peut comprendre s'il peut être adapté au contexte français ou non. Je pense qu'il est adaptable dans dans la mesure où c'est un événement qui plonge ses racines évidemment dans l'histoire afro-américaine, qui est beaucoup plus complexe que ce que vous venez de décrire. Mais je veux dire, on est là pour ouvrir et faire en sorte que les gens Alors donnez-moi un exemple d'événement qui serait emblématique d'un Black History Month français. Je pense que par exemple, nous en France, depuis quelques années, nous célébrons l'abolition de l'esclavage avec la loi Taubira du 10 mai. Et je pense que par exemple, si on arrivait à déceler dans notre histoire française, et vraiment l'histoire large qui ne s'arrête pas à la métropole, enfin la France métropolitaine, si on arrivait à déceler une série de dates qui feraient écho à notre expérience nationale, je pense que là on aurait fait un pas en avant et on aurait gagné. Et évidemment on a parlé de crispation identitaire, mais je pense que ces crispations identitaires, elles ne seront réglées que lorsque justement la justice sera mise en avant, c'est-à-dire qu'on vient compléter le récit national. On ne vient pas s'opposer, on ne vient pas revendiquer uniquement, on vient peut-être rétablir un équilibre entre ce qui est dit publiquement, entre ce qui est enseigné, entre ce qui est vécu et la réalité et de l'histoire et des populations qui sont consacrées. Évidemment, le Black History Month ne se limite pas aux seuls Noirs, puisque les Noirs font aussi partie de l'humanité, donc tous les êtres humains sont appelés à y participer. Exactement. C'est formidable. C'est un événement planétaire, donc le Dissière. Au risque de faire un grand écart et de paraître excessif, j'ai envie de dire que Faites, vous êtes agile. L'importation du Black History Month, pour nous, c'est un modèle de lutte. Très clairement, c'est un modèle de lutte positif qui a permis des avancées au sein de la société américaine, avec toute la dimension effectivement identitaire, mais pas seulement, politique, sociale et donc culturelle. Oui, mais c'est un modèle de lutte qui est essentiellement Lorsque nous, en France, et là je fais mon grand écart, attention, lorsqu'en 1789 est proclamé donc les droits de l'homme et du citoyen, ce modèle de lutte et d'égalité sociale est donc exporté dans le monde entier. Ça devient une panacée universelle, pour reprendre une expression un peu toute faite. Le Black History Month, pour nous, afro en France, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ce modèle de lutte et de possibilité, par ce type de lutte, d'obtenir l'égalité
est quelque chose d'important. Oui, mais attendez, vous n'avez pas défini le type de lutte, parce que vous avez des institutions, vous avez des pouvoirs, des contre-pouvoirs, vous avez tous les outils pour mener une lutte. Quel type d'outils? Tel qu'on l'a conçu, attendez, je termine juste ma question, parce que c'est important. Comment vous pouvez qualifier cet outil qu'est le Black History Month dans un cadre où vous disposez déjà, au sein de la République, d'outils pour lutter pour l'égalité? Écoutez, très simplement, c'est vrai, je suis assez d'accord, la société américaine ne ressemble rien à la société française d'aujourd'hui et les réalités sont différentes. On ne lynche pas les Noirs aujourd'hui dans le Sud ou dans le Sud. Aux États-Unis non plus. Oui, aux États-Unis non plus, absolument. Non, il y a eu un exemple. On fait écho. Il y a eu un exemple dans les années 50. Pas en même temps. Non, mais dans les années 50, dans les années 60, c'était le cas. Au moment où les Black Panthers. Jusqu'en 63, il y avait une discrimination officielle, légale dans les. Et les lynchages, on se poursuit même dans les années 70. Il y a eu des procès pour. Mais aujourd'hui, évidemment, la réalité française est différente. Ce n'est pas parce que la réalité est différente, ce n'est pas parce que ce ne sont pas les mêmes crimes perpétrés contre nous que les inégalités ne sont pas là. Il faut savoir si c'est juste une manière de se remémorer l'histoire ou si c'est un moyen de lutte. C'est pas la même chose. C'est à la fois un moyen de lutte et puis l'histoire nous enseigne des choses qui sont importantes. Je vais vous donner un exemple très concret. Oui, donnez-moi un exemple concret. Alors je suis désolé, je ne ramène pas les choses à moi, mais c'est un peu mon histoire. Lorsque le 21 septembre 1991, pour la première fois, les Noirs français se réunissent devant Antenne 2 à l'époque, avenue Montaigne, pour protester à la suite de diffusion de propos insultants de Charles Trenet contre les Noirs qui disaient « les Noirs, je les aime bien, les Noirs » et tout cela. Moi, lorsque j'organise cette manifestation, avec Greg Germain d'ailleurs, qu'ai-je à l'esprit? Les combats des Black Panthers, les combats pour les droits civiques, ou à un moment donné dans votre propre pays, vous êtes insulté. Non mais Claude Issard, à ce moment précis, vous étiez seulement des Noirs à manifester contre ces propos, ou est-ce que vous étiez citoyen français avec d'autres citoyens français qui pouvaient être de toutes les couleurs pour dire leur désapprobation face à ces propos? C'est ça que je voudrais savoir. Alors, il y avait 95% de Noirs, mais qu'importe. Et vous trouvez ça bien? Mais ça ne me pose... La couleur de la peau... C'est bien ça le problème. Je pense que justement le problème, c'est de se dire que la France regarde ce genre de manifestation, puisqu'une fois encore, je le répète, pour cet événement, en tout cas, on était dans la culture. Donc cette culture, elle est accessible à tous. Maintenant, la question. Il parle de politique, Claude Issard, très clairement. Si vous parlez de culture, Claude parle de politique. Moi, je parle du Black History Month 2012. C'est ce dont je suis venu parler aujourd'hui. Pour ce qui concerne le Black History Month, l'erreur serait de croire que cette histoire ne concerne que les Noirs. Maintenant, la question qui se pose, c'est de remarquer à quel point cette question est importante pour les Noirs. Si on parle du combat féministe, par exemple, je pense qu'il est facile de comprendre pourquoi les premières engagées dans ce combat étaient les femmes, puisque c'était les plus touchés. Maintenant, les combats féministes n'arriveront jamais, ne seront jamais aboutis tant que les hommes ne se joindront pas au combat. Mais en tout cas, il est normal que ça commence par les personnes les plus concernées. Oui, l'Amérique s'est construite, noire s'est construite sur deux logiques. Il y avait la logique Booker T. Washington qui disait quand vous aurez une maison en briques à un étage et que vous serez directeur d'une banque, le blanc vous foutra la paix. La deuxième logique, c'était celle qui rêvait d'un retour en Afrique ou bien d'une construction uniforme du noir américain. Je pense que l'Amérique noire s'est construite sur les deux logiques. Ayons les immeubles en étage, gagnons sur le domaine économique et culturel, scientifique et tout, et nous serons respectés. L'Amérique n'a jamais contesté le fait, par exemple, qu'il y ait Harlem, un quartier noir, qu'il y ait des quartiers blancs, qu'il y ait des ghettos blancs, qu'il y ait des ghettos noirs, qu'il y ait des quartiers riches, comme en Alabama, n'importe où. On trouve des quartiers riches de blancs, on trouve des quartiers riches de noirs. Et pour vous rassurer, M. Lagrange, peut-être sans vous rassurer, j'étais aux États-Unis, à Birmingham, il y a 2 ou 3 ans. Et une professeure, une directrice du département français de l'université de Birmingham me disait « Gaston, jusqu'à présent, il y a des côtés des restaurants qui sont réservés encore aux Noirs et des côtés des restaurants réservés aux Blancs. » Voilà des choses qui existent encore aux États-Unis, qui sont presque admises, et qu'on ne verra jamais en France, par exemple. Voilà, nous arrivons maintenant à la France. Et nous sommes de la culture de Césaire, comme je le disais, qui disait « Ce que je veux, c'est pour la fin universelle ». Nous sommes de la culture de Guy Tyrolien qui disait « Pourquoi m'enfermerais-je dans cette image de moi qu'il voudrait pétrifier ?» Parce qu'en France, c'est une question d'image. À partir du moment où vous êtes noir, vous êtes inférieur. Mais quand vous apparaissez après comme
comme Claudie Soir ou bien comme Claudie Siard ou mademoiselle vous dit je suis délégué, ah là c'est autre chose. Vous pouvez même habiter dans le 16e ou le 7e. Donc, vous êtes en train de nous dire que vous n'êtes plus noir, vous, Gaston Kelman. Non, mais je veux dire qu'à partir d'un certain moment, on n'est vraiment plus noir. Ouais. Où on a qui on peut épouser une blanche, on peut vivre dans un quartier entre guillemets supposé riche ou blanc, on appelle comment ce qu'on veut. Donc c'est à partir de cette finesse-là que, tout en ayant de l'admiration énorme, je ne pense pas que vraiment je n'ai pas une admiration sans faille pour Martin Luther King, pour Malcolm X, pour Eldridge Cleaver, pour Stokely Carmichael, que j'ai une admiration profonde pour le combat de ces gens-là. Mais je dis, est-ce qu'en France, nous allons accepter que justement on nous catalogue comme noirs, ou bien nous allons essayer de sortir de cette espèce de ce que Frantz Fanon, d'ailleurs pour le citer, ce qu'il appelait une livrée. Une livrée, c'est une livrée. La couleur noire en France, c'est une livrée. Aux États-Unis, c'est une ethnie. Voilà. Yves Lagrange. Mais cette catégorisation existe. Cette catégorisation, elle est opérée tous les jours. On entre dedans, on en sort. C'est ça ma question. Attendez, Gaston, on va laisser Hugues Lagrange. Je n'ai jamais nié. Le nier, il ne faut pas que je sois mal compris. Je ne l'ai pas nié, justement. D'accord. Moi, je suis d'accord avec vous. Je ne l'ai pas nié. Donc, la République doit faire avec, non pas son devoir-être, avec l'idéal dont elle se réclame, mais auquel elle aspire pour l'instant. Oui, avec les réalités. Or, de ce point de vue-là, il faut prendre en compte les clivages que vous faites dans l'histoire américaine. Effectivement, il y a eu ces deux aspirations, la maison et le retour. On a vu que le retour était invraisemblable et que finalement la situation économique des Noirs américains, elle est clivée. Il y a une bourgeoisie noire, mais il y a une immense classe populaire, prolétarisée, ségrégée aux États-Unis. Nous sommes en train d'avoir des situations qui s'y apparentent. La ségrégation des familles issues de l'immigration